Bonsoir. Donc, alors moi j'ai un petit souci parce qu'en fait, architecte, je l'ai été, mais j'arrive plus trop à savoir si je le suis encore. Donc c'est pas parler d'outils, je vais essayer. Mais je fais de la robotique, donc c'est essentiellement s'occuper de robots, donc c'est un peu des outils. Voilà. Donc je vais quand même essayer de vous parler de ce qu'on fait, enfin surtout pourquoi on le fait. Donc pour vous présenter rapidement à la robotique, on est 4 dans l'équipe et on est 3 architectes. Il y a un ingénieur qui s'est glissé dans le lot, mais il fait pas vraiment de l'ingénierie, il fait plus des maths. Bon. Donc voilà. Et essentiellement, ce qu'on fait en ce moment, c'est d'essayer de coupler beaucoup de choses entre elles qui n'ont rien à voir entre elles. Bon, du coup, ça va vous parler après parce que j'ai une petite slide spéciale XTU aussi. Donc, en gros, nous on essaye de faire communiquer des trucs entre eux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'Internet des objets, faire parler votre frigo à votre imprimante, à votre ordinateur, à votre B-Box, etc. Bon, on essaye grosso modo de faire la même chose, mais avec l'industrie. Donc du coup, il y a quelques petites choses un peu différentes, mais globalement ça se reproche à peu près à ça. Par contre, toutes ces choses-là, elles ne savent pas du tout parler le même langage. Donc nous, en fait, on est des espèces d'énormes traducteurs et on va essayer de faire communiquer les choses entre elles. Voilà. La petite parenthèse, c'est qu'en fait, pendant les études, avant de passer mon diplôme d'archi, j'ai bossé 3 mois chez Design to Production. J'ai eu l'occasion de bosser sur tout ce qui était en fait, les joints entre les différentes pièces du pavillon français. Et c'est surtout là où j'ai pas mal appris de choses sur la programmation et ce qu'on fait quand on architecture, quand on travaille sur des objets. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait à partir notamment dans Rhino, comment on peut faire du BIM, mais c'est pas vraiment du BIM, c'est plutôt augmenter les informations géométriques et les fonctions qui existent, les objets qui existent déjà dans Rhino, et puis les enrichir. Donc on parle de metadata, de trucs comme ça, mais en gros c'est l'idée que on a un peu plus que de la géométrie, on a des choses qui nous donnent des informations. Quand vous faites du BIM, vous faites ça tout le temps, mais pas forcément sans le savoir. Mais moi je suis de l'autre côté en fait, et je vais m'occuper de programmer ces trucs-là. Donc j'ai eu à le faire pour ça. Et alors, vous inquiétez pas parce que je vais aller très rapidement. En gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est extrêmement bas niveau. Rhino, c'est très haut là-haut. Et nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on est en train d'étendre des fonctions de Microsoft et d'essayer de faire parler les ordinateurs aux robots. Donc en gros, on étend des boîtes de fonctions, ce qu'on appelle des frameworks. Mais en gros, on étend des bibliothèques de fonctions et on les enrichit. Et en tant qu'architecte, à la base, je ne savais pas faire ça. Mais en fait, c'est pas si compliqué. Et en réalité, c'est une fois qu'on comprend les outils qui permettent d'enrichir une bibliothèque, qu'on maîtrise un peu le langage, ça permet de vraiment se créer nos propres objets. Donc si vous avez envie de parler de poutres, mais de leur faire dire autre chose que poutre courbe, vous pouvez, parce que vous savez comment leur faire dire des choses en plus. Nous, ce qu'on fait, c'est que du coup, on fait le lien entre ce truc bas niveau et les outils que vous utilisez, Grasshopper, peut-être, Dynamo aussi, parce que du coup, on essaye de se mettre à un endroit où, en fait, on n'est pas que dans Rhino ou que on est en dessous. Donc du coup, on peut envoyer un peu à tout le monde les mêmes principes de langage. Voilà. Et là-dessus, on essaie de rajouter une couche qui permet de donner des billes aux architectes, aux designers, pour simplement designer eux leurs propres outils sur tout ce truc-là. En fait, toutes les personnes qui développent des choses sur Food for Rhino, sur Grasshopper, ont développé des plugins et des choses comme ça, ils font déjà ça. Sauf qu'au lieu de le faire que pour Grasshopper, nous on essaye de le faire pour tout ce qui concerne Microsoft. Voilà. Ça passe aussi par, on n'en a pas beaucoup parlé, enfin si, on a fait un petite slide sur Revit parce que ça coûtait cher. Évidemment, il y a la question des sous, et puis surtout il y a la question de comment on distribue ces trucs-là. Parce que le problème, c'est pas tant de gagner des sous à chaque fois qu'on fait une extension, un plugin, un truc comme ça, mais c'est surtout qu'il faut que ça profite à tout le monde et qu'on va pas juste
refaire et réinventer la roue à chaque fois. Donc le principe aussi, c'est qu'à chaque fois, c'est pas, ça c'est un exemple, mais en réalité c'est ce qui se passe sur Food for Rhino, c'est qu'on met en ligne des choses qui utilisent un langage, et puis on essaye de le partager, que ça soit gratuit ou non, mais en tout cas ça devient accessible à d'autres. Ça se passe aussi dans d'autres filiales où on partage les développements, les coûts des développements. Le dernier point aussi qui est un peu important quand on réfléchit à l'informatique, c'est comment on distribue ces choses-là. Ça paraît comme ça, vous dites ok, normalement ça se télécharge et tout ça. Bah, moi, jusqu'à il y a encore 4 mois, je savais pas encore comment faire ce genre de truc parce que honnêtement, je me suis jamais posé la question. Une fois que vous vous posez la question de comment vous envoyez vos mises à jour et tout ça, vous vous rendez compte que c'est quand même assez compliqué. Mais voilà, la question se pose parce que la question de la distribution de la connaissance ou des acquis que vous avez fait, des développements chez une autre boîte pour la rendre disponible aux autres, ça implique pas mal de choses, y compris de créer un environnement de travail où les choses peuvent être développées de manière continue et pérennes dans le temps. La pérennité dans le temps, c'est super important quand on pense aux problématiques de version de fichiers, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'ouvrir des AutoCAD 2015 avec 2004, etc. Ça ne marche pas vraiment. Voilà. Je passe sur le côté design parce que du coup, on fait quand même de la robotique et on s'amuse un peu. Là, c'est juste pour vous dire pourquoi je fais la robotique. Parce qu'en gros, tout à l'heure, on a entendu parler d'essayer d'intégrer des outils en amont, très en amont. Là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une optimisation. Alors, c'est fait pour l'occasion, hein, c'est pas un vrai projet. Mais simplement, là, on a deux choses qu'on essaye d'optimiser. On essaye d'optimiser une quantité d'ombre au sol et le temps d'usinage pour les panneaux. Donc, c'est deux paramètres qui, a priori, n'ont rien à voir. On les met en même temps, puis on essaye de créer un design qui tient compte des deux. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est juste on calcule le temps de parcours en linéaire, et puis derrière, on a un outil qui va, un petit algo génétique qui va optimiser ça pour essayer de trouver une espèce d'optimum. Bon. Donc j'aime bien travailler sur ce genre de truc parce que du coup, ça permet de lier les deux. Un autre truc qu'on fait aussi, c'est qu'on s'amuse avec des robots pour faire de la téléopération. Alors, comme ça, là, ça a l'air de rien, mais en fait, si vous réfléchissez, moi, je me porte sur aussi comment on va utiliser le robot sur les chantiers, parce que le BIM, c'est aussi comment on fait de la gestion de chantier, il y a aussi toute la temporalité de ça. Notre objectif, c'est aussi d'intégrer les outils robotiques à des systèmes de BIM pour pouvoir introduire des questions de robotique au cours des chantiers. Donc c'est pas encore là, mais ça implique aussi de travailler sur tout ce qui est capteur, etc., parce que les robots, ils vont tourner avec des personnes. Il faut que ces choses-là puissent, que toutes ces entités puissent échanger entre elles, et c'est pas simple. Puis du coup, on a eu l'occasion de bosser sur 2-3 trucs intéressants. Il y a Xtree, peut-être que vous connaissez, c'est une boîte d'impression 3D. Du coup, ils utilisent notre soft pour faire ça. Du coup, là, ils font du parcours d'impression 3D avec du béton. On a eu l'occasion aussi de travailler avec Joris Herman en 2014. Peut-être vous avez vu ce projet. Voilà, c'est de la soudure, c'est un cordon de soudure qui est une sorte d'extrusion comme ça. Aussi, on a un projet super intéressant. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais en fait, ce projet est très intéressant parce que là, il allie énormément de choses. Donc, c'est des gens qui sont à Cita, Danemark. En fait, là, vous avez de la déformation de plaques métalliques. Nous, on a été du côté, on intégrait les capteurs, on intégrait les efforts. Cita, ils avaient développé un modèle de déformation des plaques métalliques. Il y avait les étudiants qui avaient des outils qui étaient développés par le bureau de Cita, qui c'est un espèce de regroupement d'ingénieurs qui les utilisaient pour faire le design. Tout ça permettait de créer ce pavillon. Et le projet était vraiment très intéressant dans la synergie que ça a créé, parce qu'il y avait du modèle, il y avait de l'outil, il y avait comment on intègre des capteurs, etc. Donc, c'est du design paramétrique, mais il y avait des notions de BIM, parce qu'évidemment, on était beaucoup à travailler sur le truc. Et ça allait vraiment de la conception jusqu'à la fabrication, y compris associer des modèles physiques développés par des ingés pour les parcours d'outils. Et puis on s'amuse aussi un peu. De temps en temps, on sert des coups à boire avec les robots. Le truc intéressant quand même là, c'est qu'on pouvait filer le verre, et puis en fonction du verre, il reconnaissait, il vous servait un cocktail spécifique. Voilà, bon, c'est marrant, mais
Le truc, c'est que quand même, on a un capteur, un robot qui tourne, et il faut pouvoir identifier quel type de verre. Voilà, donc on travaille sur ce genre de choses. Et le but, on va dire in fine, enfin pas vraiment in fine, mais l'objectif, c'est d'arriver à porter ces technologies-là, puisque pour l'instant on travaille étrangement plus trop avec des architectes ou des designers, mais plus avec des industriels. Mais c'est de porter en fait ces technologies-là sur le secteur de la construction. Voilà. Et puis par ailleurs, j'ai eu l'occasion de travailler avec un cabinet d'avocats, donc Maître Ben Soussan, qui travaille sur, les aspects juridiques en fait, de la robotique. Et en ce moment, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes qui sont développées dans ce secteur-là, enfin dans ce domaine-là, sur qu'est-ce que ça veut dire de mettre des robots et des humains ensemble, qu'est-ce que ça veut dire de les faire travailler ensemble. Ça implique énormément de choses. Et bon, puis voilà, c'est un sujet qui est passionnant. Voilà, je vous remercie.